tout le monde. Donc, je suis Thomas Philippon, le délégué interrégional du collectif de démarche Quartier et Bâtiments Durables. Et alors, ne vous inquiétez pas, on va en profiter pour vous présenter ce collectif. Et c'est un grand plaisir de vous voir aussi nombreux. Là, je vois qu'il y a déjà 118 personnes connectées. Donc, c'est notre premier webinaire du collectif. Donc, bienvenue à tout le monde. Et d'abord, je vais vous faire quelques précisions sur le déroulé de ce webinaire. Donc, le son n'est ouvert que pour les intervenants, ce qui fait que pour tous les autres, le micro va rester coupé. Je vous invite à poser toutes vos questions dans l'espace de chat, toutes vos remarques également. Enfin, voilà, c'est le lieu sur lequel tous les échanges interactifs peuvent se mener. Comme vous le savez, il va y avoir 3 projets qui vont être présentés. À l'issue de ces projets, on pourra prendre des questions qui ont été écrites dans le chat pour y répondre. Et puis enfin, je voulais vous signaler que ce webinaire était enregistré et que les modalités de la diffusion de l'enregistrement seront disponibles auprès des associations du collectif. Alors, au menu de ce jour, donc on va commencer par vous présenter les raisons de notre présence ici. Donc, puis ensuite, on reviendra rapidement sur ce qu'est le collectif et ce que sont nos démarches, enfin les principes fondamentaux de nos démarches. Et ensuite, nous laisserons la parole aux 3 acteurs, enfin aux acteurs des 3 projets donc qui sont, comme vous le voyez, de typologie variée, puisqu'il y a des logements, un groupe scolaire et un bâtiment tertiaire. Et enfin, donc chaque projet sera présenté pendant 15 minutes, à la suite de quoi il y aura une petite séance de réponse aux questions que vous aurez posées. Alors, pour l'introduction, je vais laisser la parole à Sylvie Detto et puis moi-même, je reviendrai ensuite sur la manière dont fonctionnent les démarches brièvement. Donc, Sylvie, c'est à toi. Alors, Sylvie, elle est présidente du collectif des démarches. Elle est aussi architecte bioclimatique. C'est comme ça qu'elle se définit. Et elle exerce à Fort-Calquier. Elle fait partie des personnes qui sont engagées historiquement sur les démarches quartier et bâtiments durables au sein de l'association Envirobat BDM, dont elle est également la coprésidente. Voilà, Sylvie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Et donc, je voulais, comme le disait tout à l'heure Thomas, je voulais dire d'une part que j'étais fière de présenter ce premier webinaire du collectif des démarches qui est entièrement tourné autour de la réhab. La réhab me tient particulièrement à cœur depuis toujours, peut-être du fait de mon vécu dans des petits villages, hein, peut-être. Et en tout cas, si c'est apporter plus de confort aux usagers et aux habitants, tout en réduisant leur consommation énergétique, très clairement pour nous, la réhab ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la seule amélioration à apporter. Aujourd'hui, on a des enjeux qui sont la lumière, qui sont la salubrité, qui sont d'autres enjeux qui dépassent la pure rénovation énergétique. La réhab, c'est une réponse aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité impérieuse aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment engagé là-dedans. Aujourd'hui, la réhab, elle est poussée par un certain nombre de réglementations, d'évolutions de politique générale, l'économie circulaire, le réemploi, l'analyse du cycle de vie avec un objectif bas carbone, les économies d'énergie évidemment, et vous avez tous entendu parler des DPE F ou G qui ne seront plus louables, dont les loyers sont bloqués, et ensuite ça va passer aux étiquettes E et F. Donc ça, ce sont des enjeux énergétiques. La matière première recyclée, c'est un grand point sur lequel on va travailler et on va vous l'exposer d'ailleurs dans la plupart de ces projets qui sont présentés. Les enjeux de la REP, hein, la responsabilité élargie des producteurs de déchets avec les filières REP qui se mettent en place. Donc, tous ces éléments-là poussent
à ce que la réhab devienne l'enjeu premier du bâtiment. Aujourd'hui, on sait que la réhab, c'est souvent moins cher que la démolition-reconstruction. On sait que souvent, ça permet de garder les trames urbaines, les enjeux urbains sont mieux souvent appréhendés à travers la réhab que quand on rase et qu'on reconstruit. Ça évite souvent des déplacements de population. C'est le déjà là, je veux dire à l'opposé de la tabula rasa qu'on a longtemps utilisé dans nos principes urbains. Mais c'est pas facile, ça pose beaucoup de questions, ça demande d'être intelligent, ça demande une montée en compétences. Mais je ne désespère pas quand je sais qu'aujourd'hui, au sein de la construction, la réhabilitation, l'amélioration, c'est le premier poste, hein, à 54%, ça dépasse le 9, très clairement, et ça devrait plutôt être 70-30, on le sait très bien, puisque les zones d'artificialisation neutre, etc., vont amener à se poser encore plus la question de la réhabilitation. Donc là, moi, je suis très contente de voir des collectivités engagées dans cette démarche. Nous, notre démarche doit accompagner cet enjeu et cet élan. Et bien entendu, la démarche BD, vous le verrez, ou même quartier durable méditerranéen, ne s'arrête pas à la rénovation énergétique. Elle doit aller beaucoup plus loin et elle va beaucoup plus loin. Donc voilà, ça c'est les enjeux. Et donc exigence, exemplarité, réplicabilité sont les enjeux et les choix qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ce qui est important de préciser également, c'est que en fait, toutes les associations qui sont engagées dans le collectif ont dans leur ADN ce souci de partager des expériences. Et donc, à travers les démarches qu'elles portent, les démarches bâtiments et quartiers durables, évidemment, il y a la volonté de mettre en place un vecteur de partage envers tous les professionnels. Voilà. Et donc, comme aujourd'hui, nous avons identifié des projets qui sont de grande qualité, il était de notre devoir, en quelque sorte, de partager le contenu de ces projets. Ce qui nous amène ici aujourd'hui. Donc, je te redonne la parole, Sylvie, pour présenter brièvement notre collectif. Donc, comme vous l'a dit tout à l'heure Thomas, j'étais déjà à Envirobat avant que BDM ne se crée. Donc, Bâtiment durable méditerranéen s'est créé en 2009, donc on est les pionniers en France. Aujourd'hui, le collectif réunit quand même une grande partie des régions françaises, puisqu'on a, vous voyez ici l'historique des créations de nos Envirobat ou autres à travers la France. Donc, Provence-Côte d'Azur, puis Occitanie, puis Île-de-France, puis Nouvelle-Aquitaine, puis Bourgogne-Franche-Comté, puis récemment la Bretagne et d'autres à venir. Donc, c'est vraiment très important pour nous de vous présenter ce collectif et vous expliquer la dynamique que l'on souhaite mettre en place et que l'on met déjà en place. Donc aujourd'hui, le collectif, c'est quand même un grand nombre de projets engagés dans la démarche bâtiment durable, avec un certain nombre, un petit 30% de projets de réhabilitation ou réhabilitation-extension. On aimerait, comme je vous l'ai expliqué précédemment, que ça monte en pourcentage, bien évidemment. C'est notre objectif, mais en cela, on rejoint toutes les politiques nationales. Et ce qui est important, c'est de se dire qu'on échange énormément. L'enjeu du collectif est de partager nos approches terrain, notre référentiel de base, les particularités propres à chaque région, d'essayer de faire en sorte que, au-delà de notre système de partage qui se fait à l'échelle de chaque région, on puisse s'engager au niveau national. Et aujourd'hui, au niveau national, quand on voit ce qu'on représente, eh bien, nous faisons partie d'une démarche reconnue par le ministère, puisqu'on est missionné pour travailler sur un cadre commun de référence pour CAP 2030, c'est-à-dire une évolution future
des nouvelles réglementations énergétiques, environnementales et qualitatives. Et on l'est aux côtés des associations HQE et Finergie. Donc, vous voyez qu'on a notre rôle à tenir au niveau national et c'est dans ce sens-là qu'on est engagé. Alors moi, je vais rapidement revenir sur les fondamentaux des démarches, puisque quand on a vu le nombre d'inscrits, on se doutait que peut-être tout le monde ne connaissait pas parfaitement la manière dont fonctionnaient les démarches. Il nous a semblé intéressant de faire un petit rappel. Donc les démarches quartier et bâtiments durables sont des systèmes participatifs de garantie. Donc, en cela, il se distingue des certifications traditionnelles ou des labels traditionnels. Et donc, le système participatif de garantie se distingue justement par 4 principes. Donc, le fait qu'il y ait des référentiels techniques qui servent d'appui technique à nos démarches, qu'ensuite, il y ait des procédures de vérification et de validation qui soient élaborées collectivement. Ensuite, il y a une commission d'évaluation publique et participative. Et puis, enfin, ce qui est très important, c'est que dans chaque région, il y a une gouvernance de ce système participatif de garantie. Et donc, depuis 2019, maintenant, on a mis en place cette association qui s'appelle le collectif des démarches quartier et bâtiments durables et qui nous permet de coopérer entre régions. Voilà. Donc, il y a un triptyque qui est très important et qui est aussi la particularité de nos démarches, c'est ce triptyque référentiel, accompagnement, commission. Donc, les référentiels, bon, pour le coup, c'est pas ce qui nous distingue le plus puisque tout le monde s'appuie sur des référentiels. La différence de nos référentiels, c'est qu'ils sont élaborés par des acteurs de terrain et qui sont adaptés aux spécificités de chaque territoire. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est né en Méditerranée, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de référentiel vraiment très adapté au climat méditerranéen. Et en fait, on s'est aperçu qu'au fur et à mesure du développement de ces référentiels, qu'il n'y avait pas que la question climatique aussi qui pouvait être territorialisée. Il y a des enjeux territoriaux sur plusieurs champs. Enfin, l'accompagnement, c'est très intéressant de se positionner à l'intérieur des projets pour essayer de tirer la meilleure version des projets. Et enfin, le principe de la commission interprofessionnelle et libre d'accès à tout public nous permet justement de porter aussi l'idée de l'échange interprofessionnel et du coup de devenir des vecteurs d'évolution des pratiques professionnelles. Donc, le référentiel, puisque quand même c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, il est articulé autour de 7 thématiques. Il y a une 8e thématique qui a été ajoutée pour la partie quartier durable. Donc, je vous laisse lire les thématiques. La gestion de projet, évidemment, est plutôt au centre des thématiques, et ensuite on essaye d'avoir une approche holistique, c'est-à-dire de ne pas laisser de thématiques au bord du chemin. Donc ça, c'est une manière de voir comment se passe l'accompagnement d'un projet en démarche. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 commissions qui vont se succéder, une en phase conception, une en phase réalisation et une en phase usage. Et il y a des visites qui sont prévues entre chacune de ces commissions. Et puis enfin, la manière dont sont valorisés les projets, dont ils sont reconnus au sein de nos démarches, se déroule de la manière suivante. Donc, le référentiel suivant les régions permet d'attribuer un nombre de points sur 85 ou 90 points. Et donc, c'est les 7 thématiques dont je parlais avant qui sont examinées en détail selon des critères objectifs, enfin qu'on souhaite le plus objectif possible. Et puis, ensuite, il y a la commission interprofessionnelle qui se prononce sur 10 ou 15 points maximum pour attribuer ce qu'on appelle des points de cohérence durable.
et donc qui permet d'évaluer justement ce qui est au-delà de ce qui est objectivable, on va dire. Et puis enfin, on cherche aussi à valoriser des projets qui se distinguent par leur inventivité. Et donc, il y a la possibilité qui est donnée à cette commission d'attribuer des points de bonus, qu'on appelle les points de bonus innovation. Voilà. Et donc, ça nous permet de délivrer 3 niveaux de reconnaissance. 4 dans certaines régions, puisqu'il y a un niveau CAP qui existe aussi à partir de 20 points, et puis le bronze à partir de 40 points, le niveau argent à partir de 60 points, et le niveau or à partir de 80 points. Voilà. Et donc, c'est maintenant que nous allons passer à la présentation des projets. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir 3 projets qui ont atteint le niveau or, puisque en fait, on souhaitait vous présenter le meilleur de la réhabilitation en démarche. Donc, chacun a été chercher dans ses tiroirs quels étaient les projets qui avaient été le mieux valorisés. Et donc il y a 3 associations qui ont sélectionné chacun un projet, donc Envirobat BDM, Envirobat Occitanie et Ecopolis en Île-de-France. Et donc, je vais passer la parole à chacune des associations successivement pour qu'elle nous explique son choix. Et donc, tout d'abord, je passe la parole à Frédéric Corset, directeur d'Envirobat BDM, qui va nous expliquer pourquoi il a choisi le projet de Septem-les-Vallons. À toi, Frédéric. Bonjour à tous, merci Thomas de m'avoir passé la parole. Oui, voilà, je suis Frédéric Corset, je suis le directeur de l'association Envirobat BDM, architecture urbaniste de formation. En PACA, la réhabilitation représente environ 32% des projets qui passent en démarche BDM. Et parmi eux, donc, nous, on avait fait ce choix de ce projet de Septem-les-Vallons parce qu'il nous semblait être global sur l'ensemble de la commune. C'était un projet qui nous semblait vraiment duplicable et exemplaire, et un engagement fort de la commune, et qui nous semblait aussi mobiliser l'ensemble des acteurs, parce qu'il y a une forte ambition de vouloir finalement mobiliser tous les acteurs, y compris les acteurs privés, pour engager la commune vers plus de réhabilitation du patrimoine bâti du centre de la commune. Voilà les raisons qui ont conduit à ce choix. Et donc, je vais laisser la parole à l'équipe projet, notamment à Antoine, pour vous parler de ce beau projet de réhabilitation des 19 logements de Septem-les-Vallons. Donc, Antoine Grosjean, donc, qui est accompagnateur du projet. Oui, merci beaucoup. Merci d'abord Frédéric et plus largement BDM et le collectif des démarches d'avoir sélectionner ce projet et nous donner l'opportunité de vous le présenter aujourd'hui. Donc, Antoine Grosjean, je suis partie de Domaine Scope, bureau d'études, assistant à maîtrise d'ouvrage sur l'opération, sur les questions environnementales, présent depuis la programmation et qui sera présent aussi jusqu'à 2 ans suivi d'usage, donc depuis 2018 jusqu'à 2026. Je laisse tout de suite la parole à Madame Sophie Selton, première adjointe de Septem-les-Vallons, pour vous faire une petite présentation générale du projet. Oui, merci beaucoup. Donc, Septem-les-Vallons, c'est une toute petite commune de 11 000 habitants. Et cette commune, on travaille depuis quelques années aux questions de l'habitat, et en particulier pour répondre à la demande en matière de logement, en tenant compte des grandes difficultés que nous avons, puisqu'on est coincé entre l'autoroute et la voie ferrée et qu'on a des risques d'inondation et feu. On travaille en parallèle, notamment sur le centre ancien, aux questions de lutte contre l'habitat indigne, et on a une charte importante pour travailler sur ces questions-là. Donc, à la fois sur un volet répressif et en même temps sur un volet d'accompagnement des propriétaires et des locataires en matière de réhabilitation avec les associations qui interviennent sur la commune, comme la DIL, Solia ou l'ALEC, et on les fait travailler ensemble de manière générale, et voilà, de ce point de vue-là. Donc, sur ce projet, on s'est dit que sur le centre ancien, en particulier sur les 3 quartiers qui vont vous être présentés plus tard, il y avait besoin de travailler à une réhabilitation particulière. Donc, la ville a acquis des logements pour les réhabiliter.
Et à partir de là, on a travaillé aux enjeux qui nous semblaient essentiels dans le cadre de sa réhabilitation, à la fois des enjeux sociaux, puisqu'il fallait répondre à la demande, et à la fois des enjeux durables, puisqu'on est engagé sur l'ensemble de la commune à une démarche écoquartier, et en même temps, on a un agenda 21 qui est très précis sur ces questions-là. Donc, sur les enjeux sociaux, on voulait que la demande, elle réponde largement, et en même temps, on souhaitait qu'en matière énergétique, ces questions, elles ne soient pas trop pesantes pour les futurs locataires. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait un travail particulier sur ces questions-là. En parallèle, on s'est dit que ça serait intéressant de mettre les filières professionnelles en mouvement sur les questions de durabilité, et on a mis en place avec les chambres consulaires des initiatives et avec nos partenaires qui nous accompagnent sur ces questions-là pour essayer de faire progresser en matière de formation de ce point de vue-là. Et puis, on a souhaité avoir une démarche de réemploi, parce qu'il y avait des matériaux qui nous ont été présentés en particulier par les architectes, qui pouvaient être gardés et donner de la valeur aux logements qui nous étaient rénovés. Et dans ce cadre-là, on a mis à disposition avec l'EPF une cave, une ancienne cave coopérative pour pouvoir stocker le matériel. Donc, en même temps, on s'est dit qu'il fallait que ça soit utile à d'autres. Je vais raccourcir très vite, et que ça soit réplicable. Donc, on organise des événements pour pouvoir le faire. J'y reviendrai de manière plus particulière. Et en même temps, on travaille à la fois avec les écoles pour pouvoir donner à voir, à la fois avec l'association du patrimoine, et en même temps, on travaille avec Corus pour essayer que les futurs locataires, ils soient engagés à la fois dans des espaces de vie communes, comme les jardins partagés, et qu'il y ait du bien vivre ensemble, que ces lieux-là permettent aussi à améliorer la vie du centre de la commune à Septème-les-Vallons. Voilà. Excusez-moi, j'ai été trop longue. Merci, Madame Selton. Je vais continuer. Donc, s'il te plaît, slide. Voilà. Donc, quelques chiffres clés donc, de l'opération. C'est ces 6 bâtiments communaux qui sont en fait disséminés le long de l'avenue du 8 mai. Vous pouvez voir ça à gauche. Donc, 6 bâtiments pour 19 logements réhabilités et 3 rez-de-chaussée commerciaux. Donc, c'est 5 réhabilitations et une réhabilitation extension qu'on vous présentera après, pour un coût de l'opération totale à un peu moins de 2 800 000 €, avec comme objectif énergétique l'atteinte à minima du niveau BBC rénovation, donc qui sont assez disparates en fonction des sites, on va de -3 à -35%, et un niveau de RT 2012 -40% pour l'extension. Si on peut passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Donc, on va vous présenter les points forts de cette opération. Le premier qui me paraît très important, c'est la question du bioclimatisme, notamment au niveau vis-à-vis du confort d'été. Il y a quelques points forts que je voulais vous présenter aujourd'hui. Le premier, qui est, à mon sens, a été une volonté forte de la maîtrise d'ouvrage, c'était d'accepter de perdre un logement sur un des bâtiments pour retrouver des logements traversants sur l'ensemble de l'opération. Donc, on peut voir à gauche, on avait donc sur un des sites, on avait 6 bâtiments initialement, et en retravaillant avec les architectes et en posant la volonté dans le programme de perdre un logement pour retrouver des traversants, on retrouve que des logements qui le sont. La deuxième volonté, c'était de ne pas aller chercher des surfaces supplémentaires dans les combles et de garder ces combles comme étant un espace tampon entre l'extérieur et l'intérieur, toujours donc, dans une logique de confort hivernal et estival, puisque la toiture est la surface recevant le plus de rayonnement solaire. Donc, d'avoir cet espace tampon ventilé est une réelle plus-value sur le confort d'été. Et bien évidemment, la volonté de conserver les protections solaires déjà existantes sur ce bâtiment ancien. On retrouvait beaucoup de volets extérieurs persinés qui ont l'avantage aussi de permettre la ventilation naturelle tout en ayant une protection solaire, et de le répliquer sur les parois vitrées qui n'en avaient plus,
ou qui était créé sur l'extension. Là, on peut voir donc la façade de l'impasse Pierre-Fiche, où on retrouve l'extension sur la partie droite, et on a voulu retrouver aussi ce dispositif-là sur l'ensemble de la façade. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, un autre point de l'opération, c'est sa démarche de réemploi, donc, qui a débuté par une demande dans le programme de réaliser un diagnostic ressources par les architectes, qui a été rondement mené et qui a mené à travailler 3 axes. Donc, le premier axe, c'est la dépose des éléments qui ont été ciblés pour un réemploi sur l'opération. Le deuxième axe, c'est une dépose pour remise en filière des éléments qui n'allaient pas être réemployés sur le site. Et le troisième axe, qui n'est pas vraiment du réemploi, mais on pourrait plutôt dire de la réutilisation, c'est en fait de récupérer des menuiseries bois pour en faire des ensembles menuisés qui viendront fermer des loggias. Donc, ce dernier point a fait l'objet d'un financement ADEME pour créer un protocole de récupération de ces ensembles menuisés pour en créer un prototype que vous pouvez voir sur la photo en bas à droite. Donc, toute cette démarche n'est possible que par la mise en place d'un lieu de stockage. On va dire que c'est la clé de voûte de cette démarche. Et donc, la maîtrise d'ouvrage a mis à disposition la cave Gazelle, la cave coopérative présente sur la commune, qui nous permet de stockage. Vous pouvez voir des photos en bas à gauche. Les travaux viennent de commencer. Donc, on est sur la partie démolition, déconstruction sélective, et on peut voir les éléments qui sont déjà entreposés dans la cave Gazelle. Une première estimation a été faite en phase conception, et on avait estimé, je crois, je ne vois plus la slide, à une économie de 55 tonnes de CO2 sur l'opération grâce au réemploi. Donc, un autre point très important de l'opération, c'est le recours massif aux matériaux locaux et aux matériaux biosourcés. Donc, le recours aux matériaux locaux se caractérise par le recours au pin d'Alep, qui est un bois largement présent dans nos forêts méditerranéennes. Donc, avec un procédé un peu spécial, dans le sens où c'est la commune qui allait récupérer des billons et qui les met à disposition d'un lot construction bois qui sera en charge d'éviter ce bois, de le sécher et après d'en faire l'extension du bâtiment de la base Pierre-Fiche. Donc, les bois ont été récupérés sur les forêts de l'Huile et de Puy-Ricard, qui sont à 15-30 km de Septème-les-Vallons. Ça représente 75 mètres cubes de billons qui sont à l'heure actuelle donc entreposés sur des terrains communaux à Septème, comme vous pouvez le voir sur la photo à droite. Autre point, donc forcément la généralisation des isolants biosourcés sur l'ensemble de l'opération. Slide suivante, s'il te plaît. Un autre point que je trouve assez exemplaire sur du bâti ancien aux surfaces quand même très restreintes, c'est d'avoir réussi malgré tout à généraliser le recours aux chaufferies granulés bois, parce qu'on a quand même 4 des 6 sites sur lesquels on a réussi à implanter du chauffage par ce mode d'énergie. La volonté aussi de développer l'ECS solaire avec appoint électrique. Donc, on a réussi également sur 4 des 6 sites à implanter ce dispositif-là. Et une volonté aussi de baisser le reste à charge des locataires en mettant en place un panneau photovoltaïque par logement en autoconsommation directe pour venir réduire la facture d'électricité des locataires. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, on a beaucoup parlé de technique, mais le projet aussi est très exemplaire sur sa dimension sociale. La première, c'est aussi assez exemplaire, c'est que dans du bâti ancien, on arrive quand même à faire des logements qui soient adaptés. On a réussi à en trouver 2 et qui ont été dans la conception accompagnés avec l'association Handitoit. La volonté aussi de développer des espaces extérieurs partagés. On a sur un des bâtiments la volonté de recréer un lien entre l'espace extérieur d'un logement qui n'avait pas accès, comme vous pouvez voir sur la coupe schématique présente en milieu. Donc, la volonté de créer une passerelle entre les jardins en restanque et ce logement-là pour qu'ils puissent avoir accès tout autant que les autres logements aux espaces extérieurs.
de ce site-là. Donc, vous pouvez voir sur la photo de droite, ce sont des espaces qui sont tout en restanque et qui sont très, très, très beaux. La volonté aussi sur l'impasse Pierrefiche de développer donc le site où il y a un espace extérieur un peu plus conséquent, de créer des jardins partagés. Et pour que tout ceci vive correctement, comme l'a dit Mme Selton, il y a eu la volonté d'intégrer dans l'équipe de maîtrise d'œuvre un sociologue, Chorus, qui a fait le lien avec les habitants qui étaient présents initialement, tout d'abord sur l'opération, et ensuite va s'attacher à accompagner les futurs locataires sur la définition des espaces partagés et leur animation. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, une autre volonté communale, c'est d'arriver à réussir à faire effet boule de neige, c'est-à-dire c'est bien beau de faire une opération exemplaire, mais si elle ne peut pas diffuser des bonnes pratiques, elle perd de son essence. Donc, il y a plusieurs axes qui ont été imaginés pour faire cet effet boule de neige. La première, c'est la création de la maison de l'habitat et de la rénovation, qui est sur la gauche, c'est par ici, où on retrouve d'ores et déjà l'accueil de Solia, de la LEC, du CAUE, dans lequel on retrouve aussi une exposition sur l'opération que vous pouvez voir à droite, puisqu'il y a des présentations à destination des riverains et des visites thématiques des travaux qui vont être réalisés. Donc, une première présentation a été faite aux riverains au démarrage du chantier, et on a 4 visites thématiques qui vont être réalisées tout au long du chantier. Et la volonté aussi de diffuser les bonnes pratiques au travers des écoles. Donc, il y a des ateliers avec les classes primaires qui ont été réalisés au cours de l'année précédente et qui a mené à interroger les enfants sur le logement et comme vous pouvez voir, ils ont créé leur petit logement dans des boîtes à chaussures. C'était très joli. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, les plus-values de la démarche BD, elles sont forcément nombreuses. La première, c'était de cadrer, on va dire, ça portait dès la phase progression un cadre à la volonté de démarche exemplaire de la commune, puisque c'était un souhait qui était déjà formulé par la commune dès les études de faisabilité. Donc, ça a permis de cadrer de manière transversale cette volonté-là. D'éclairer aussi sur les choix de conception, parce que, au cours de différents dialogues, lors du passage en jury, ça a permis d'éclairer un peu sur les choix d'énergie renouvelable sur les certains sites, et ça nous permet aussi bien évidemment de fixer un cap à tenir en phase réalisation pour les entreprises. Voilà pour la présentation. Je crois que je suis dans les temps. Je n'ai pas redonné la parole à Madame C'est très, très bien, Antoine. Voilà. Et je vais laisser la parole à Mme Selton et à Charlotte Lovera, l'architecte, parce que j'ai beaucoup parlé, pour les questions-réponses à venir. D'accord, Frédéric, je crois avoir lu quelques questions. Je te laisse laisser. Voilà, il y a quelques questions. Merci Thomas. Quelques questions, effectivement. D'abord, la première question de Quentin Ami. Est-ce qu'il s'agit de logements privés ou de logements sociaux? Peut-être la ville de Septem peut répondre. Ce sont des futurs logements sociaux gérés par la ville, qui seront gérés par la ville. On a eu plusieurs questions, notamment aussi sur la partie financement et subventions. Est-ce qu'on n'a pas abordé le sujet là en présentation, on ne peut pas tout dire, mais est-ce qu'on peut dire quand même quelques mots sur comment sont financées ces réhabilitations? Il y a des subventions du département, de l'État et de la région et la ville. Je pense n'oublier personne, si je ne me trompe pas, mais Antoine pourrait… Non, tout à fait. Et il y a eu un financement particulier aussi sur la démarche de réemploi oui, c'est ça. par l'ADEME. Ouais. Et on sait à peu près à quelle hauteur, en termes de pourcentage, ça couvre les travaux. On a encore des discussions avec la région, donc mais on pourra redonner des éléments plus précis. Voilà. Je profite juste, en parlant des partenaires, j'ai oublié de citer les communes forestières qui ont été aussi un élément clé de la démarche. Justement, il y avait une question là-dessus. C'est comment vous avez identifié l'ensemble des ressources locales? Justement, grâce à l'accompagnement des communes forestières. Et on a un élu à Septem
qui est chargé dans sa délégation du lien avec tout ce qui concerne la colline et le lien avec les communes forestières, qui nous a aussi beaucoup aidés sur ces questions-là. D'accord, merci. Une autre question, toujours sur les matériaux. On a eu aussi une question sur le pain d'Alep. Effectivement, c'est un pain qui est pas très, enfin, un matériau pas très facile à mettre toujours en structure, et on nous du coup de t'a demandé si on avait pu le mettre en structure, si les quantités étaient suffisantes et si la filière était suffisamment organisée. Effectivement, c'est des filières naissantes. Donc, je ne sais pas si… Oui, je peux Charlotte. répondre. Donc, Charlotte Lovera, Atelier Aino. Du coup, oui, on est en train de réussir à le mettre en structure. Par contre, aujourd'hui, le bois qui a été acheté par la commune ne couvre pas en totalité les besoins du projet, mais il va y avoir un approvisionnement complémentaire avec une tolérance pour du pain noir ou du pain local. D'accord, super, merci. On avait encore une autre question, Charlotte, peut-être tu pourras certainement répondre. On n'a pas été… Alors, c'est vrai qu'en commission, d'habitude, on est beaucoup plus précis, beaucoup plus technique, mais là, on était pressé par le temps. Et donc, c'est des choses qu'on a en commission. Donc, on nous demande quels ont été les isolants qui ont été… c'est Solène Cardon qui nous demande quels sont les isolants qui ont été utilisés en façade, en toiture, voilà. Alors, en phase conception, on avait prévu donc, de l'isolation par l'intérieur pour tous les immeubles de type 3 fenêtres en paille de riz de Camargue. Cependant, la filière a eu des difficultés. Donc là, en phase chantier, on est en train de se retourner vers l'isolant type métis, donc en coton recyclé. Puis, sur l'extension et l'impasse pierre-fiche qu'on voyait tout à l'heure, on sera sur de l'ITE en fibre de bois. Isolation par l'extérieur en fibre de bois. Merci Charlotte. Encore des questions, je pose plein. On nous demande, Rémi Bléna nous demande est-ce qu'il a été facile de trouver des entreprises de travaux prêtes à s'engager dans cette opération. Alors, pour répondre à moitié, je sais que ce n'était pas très simple et que du coup, ce qui était top, c'est que la collectivité a beaucoup mobilisé les partenaires, et nous, on avait participé notamment à un webinaire pour expliquer en quoi la démarche pouvait être intéressante pour les entreprises et qu'est-ce qu'on les obligeait à faire, hein, notamment suivi des déchets, des consommations d'énergie d'eau, mais peut-être vous répondrez plus précisément que moi. Alors, je peux compléter sur le fait que non, il n'a pas du tout été évident de trouver des entreprises pour répondre à ce type de démarche. Donc, par exemple, sur le lot déconstruction sélective qui a été créé pour remettre en filière tous les matériaux qui n'allaient pas être réutilisés dans le projet, on a eu 3 relances de marché. Donc, une phase d'ACT qui a été très, très longue. Et au final, l'entreprise qui a répondu et qui a été sélectionnée, c'est celle qui avait été aussi sélectionnée sur le lot gros œuvres. Du coup, il est aujourd'hui compliqué, en tout cas ici sur le territoire en PACA, de trouver des entreprises qui se positionnent seulement sur un lot déconstruction sélective dans le cadre d'une réhabilitation. Et ensuite, sur tout le volet menuiserie intérieure, menuiserie bois, il a été également très compliqué de trouver des entreprises. Au final, c'est 1 ou 2 entreprises qui ont répondu au bout de 2 ou 3 relances de marché et qui ont répondu au-dessus du prix de l'estimation maîtrise d'œuvre. Très bien, merci. Encore donc, sur la question de l'énergie, donc on a vu qu'effectivement, c'était, Antoine, tu l'as cité, que c'était des chaudières à granules de bois qui sur 4 des sites. Peut-être sur les 2 autres sites, c'était du coup quel type d'énergie qui a été privilégié? C'est chaudières collectives gaz. D'accord, sur les deux qui n'ont pas pu avoir des granules. Parce qu'il n'y avait pas assez de place en fait en rez-de-chaussée pour positionner les chaudières granulées bois. Parfait, merci. Et après, peut-être une question pour la commune. On nous demande, est-ce que ça a réussi à mobiliser des propriétaires privés, voilà, et est-ce que l'effet boule de neige, on commence à le sentir ou pas? Alors, un petit peu, mais on commence à le sentir un petit peu puisqu'on a quand même des réunions que l'on organise avec nos partenaires où il y a petit à petit du monde qui vient voir et qui s'y intéresse. On a eu une réunion avec des propriétaires à côté qui commencent à s'intéresser. Mais on lâche rien, on va continuer les mobilisations avec des visites de chantier. On va continuer ce travail-là et on pense qu'on va y arriver. Voilà. Il y a déjà des choses qui bougent et on espère que ça va continuer.
Et je peux compléter juste sur le volet réplicabilité entreprise, où du coup, de ce côté-là, la boule de neige, on va dire, commence à prendre, puisqu'on a l'entreprise qui a été sélectionnée sur ce lot des constructions sélectives, on a informé la fédération du BTP 13, qui du coup prévoit une visite pour pouvoir parler aux entreprises du territoire de ce type de démarche et venir visiter le projet. Du coup, on se dit que ça commence à… Frédéric, je te propose de sélectionner une dernière question avant que nous passions au projet suivant. La production d'eau chaude solaire, on en a pas, d'eau chaude sanitaire, pardon, on n'en a pas Solaire parlé. à point électrique. D'accord. Parfait. Et encore une dernière question, oui, parce que celle-là, elle revient tout le temps dans nos commissions. Est-ce que il y avait un périmètre lié à un monument historique et est-ce que l'architecte des bâtiments de France a été constructif dans l'élaboration du projet? Il n'y avait pas de périmètre Voilà. monument historique. Par contre, on est dans le cadre de centres anciens. Du coup, il y a eu notamment les respects des préconisations de la charte façade réalisée par le CAU 13. D'accord. Je vous propose juste de citer le nom de l'entreprise qui a répondu finalement, puisque c'est demandé également dans le fil de la discussion. Pour les autres questions, on répondra par écrit. Vivian, l'entreprise Vivian. D'accord, très bien. C'est important aussi que les entreprises soient valorisées dans leur travail pour que justement elles s'intéressent à nos démarches. Et merci à vous pour ce magnifique projet de logement à Septem-les-Vallons. Et donc, nous allons passer à la présentation du groupe scolaire intercommunal de Prud'homat dans le Lot. Et je vais proposer à Christophe Prinot, qui coordonne les démarches quartier durable Occitanie et bâtiment durable Occitanie chez Envirobat Occitanie, de nous expliquer le choix de ce projet. À toi, Christophe. Merci Thomas. Donc pourquoi on a sélectionné ce projet? Il faut savoir qu'en 2050, 70% du parc sera constitué d'immeubles construits avant 2012. Et en partant de ce postulat, chez Envirobat, on pousse nos actions en faveur de la réhabilitation, car il existe un véritable enjeu pour conserver les bâtiments confortables tout en les adaptant aux multiples changements. Et dans le cadre de cette trajectoire, on a sélectionné ce projet puisque l'équipe a choisi de réhabiliter son école et ce bâtiment fait aujourd'hui partie des près de 30% de projets en démarche BDO qui ont fait ce choix de réhabiliter plutôt que de construire un nouveau bâtiment. Alors c'est encore trop peu, mais ce webinaire, c'est aussi l'occasion de démontrer par l'exemple qu'il est tout à fait possible de répondre à des besoins programmatiques en y intégrant une dimension environnementale poussée tout en mobilisant une multitude d'acteurs. Je vous laisse découvrir ce très beau projet BDO niveau A avec les témoignages de Monsieur le maire, Francis Ferrol, Audrey Laverne, l'architecte, et Elodie Jarre qui les accompagne avec la démarche BDO. C'est à vous. Voilà, bonjour. Écoutez, Francis Ferrol, le maire de Prud'homat, donc dans le département du Lot, au nord de la région Occitanie, pas loin du Limousin. Donc, comme vous l'avez souligné, Monsieur Prinot, nous, l'objectif, si vous voulez, c'était de réhabiliter notre groupe scolaire, dans la mesure où aujourd'hui, il date des années 50, si vous voulez, il a vécu. Au fil des années, on n'avait pas cessé de l'agrandir de manière à répondre aux besoins à la fois des enseignantes et des enfants qui sont là, puisqu'il y a plus de 100 enfants sur notre regroupement scolaire. Donc, on est monté en puissance, je dirais, doucement. Au départ, on voulait faire un projet qui corresponde à notre budget, puis petit à petit, en mettant le doigt dans l'engrenage, on s'est enfilé dedans. Et à la fin, je dirais, enfin, à l'instant T, au moment où nous en sommes aujourd'hui, je dois dire qu'à travers tous les accompagnements qui ont été nécessaires pour arriver au niveau hors BDO Occitanie, que ce soit la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, toutes les personnes qui nous accompagnent, on est vraiment, mais alors j'insiste sur le mot vraiment, monter en puissance au niveau de la démarche environnementale sur ce projet. Et je dirais quelque part, même si on n'est pas naïf, on a découvert beaucoup de choses qui nous ont permis d'intégrer à la fois de la réhabilitation, prendre en compte tout un tas de problématiques que quelque part on connaissait, mais qui n'étaient pas valorisées à 100% autour de ce projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a vraiment quelque chose qui va répondre à nos besoins. Alors, on avait également le système de chauffage qui était vieillissant, des vieilles chaudières fuel qui dataient des années 80, etc. Donc, c'est pour ça que cette démarche a englobé tout ce projet, toutes ces problématiques et qui a permis d'avancer vraiment concrètement. Un point important également, nous avons un jardin d'enfants situé juste à proximité avec 20-25 tout petits de 2 à 3 ans et qui demain va rentrer dans une démarche de réhabilitation également, puisqu'il se trouve juste à proximité du groupe scolaire. Et donc, les 2-3 années qui restent sur ce mandat vont nous permettre de rentrer dans cette démarche de réhabilitation à l'image de ce qu'on a réalisé sur notre groupe scolaire. Voilà, merci. Alors, si juste une petite précision,
tout à l'heure, la mairie de Septem dans les Bouches-du-Rhône, petite commune, nous sommes 750 habitants dans le nord du Lot. Voilà, avec une grosse démarche économique malgré tout autour, mais bon, on n'est pas une grosse commune, mais malgré tout, on a souhaité rentrer à fond dans cette démarche. Merci. Nous faire venir témoigner aujourd'hui. Et je remercie la mairie qui nous a fait confiance. Effectivement, au début, on est arrivé sur ce projet pour faire une petite extension. Et puis finalement, voilà, on fait l'école de demain. Et nous, on est spécialisé en bioclimatisme. Et donc, on croit vraiment, vraiment, vraiment à ces nouveaux projets. Et je remercie encore la mairie et toute l'équipe de nous avoir fait confiance parce que c'est un vrai engagement de leur part. En temps et financier aussi. Voilà, mais on en parlera un peu tout à l'heure. Juste pour vous expliquer les projets, donc effectivement, ce que disait Monsieur le maire, donc c'est une école qui est déjà là. Donc, on a vraiment travaillé sur cette idée finalement de rénovation en priorité et d'extension pour compléter le programme, mais vraiment de se servir du potentiel qui était déjà là. Donc, avec une continuité des extensions qui datent, le départ était des années 50. Monsieur le maire me mettait à l'école, dans cette école-là. Il a pu nous raconter du coup les différentes extensions qui ont été faites. Et puis, on est en 2023. Et finalement, ce projet-là est vraiment un support pour redonner une identité à cette école que vous verrez avec les photos avant-après, mais redonner une identité de l'école de la République et de l'école de demain. Et donc, de faire que finalement, cette nouvelle école sera aussi un support d'exemplarité aussi environnementale pour les citoyens de demain. Donc, c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on a travaillé le projet. Et donc, ce que vous voyez en plan de toiture, on est venu retravailler finalement l'orientation de l'école qui est en directe connexion avec un parvis depuis le bourg. Donc, on est situé, donc on n'en a pas parlé sur la slide précédente, mais on est vraiment situé en cœur de bourg pour l'école de Prud'Homas, avec une forte visibilité, co-visibilité du château de Castelnau, qui, depuis l'école, on voit le château, et depuis le château, on voit l'école. Donc, on a eu un vrai enjeu de travail aussi avec l'architecte des bâtiments de France pour travailler sur cette question de co-visibilité, de réinterpréter l'architecture locale, vernaculaire, et d'en faire une nouvelle écriture plus contemporaine aussi. Voilà. Donc, en termes de programme, donc, on est venu à accueillir 2 nouvelles classes pour compléter l'école, créer une médiathèque à l'intérieur de la rénovation, et puis agrémenter bien sûr de locaux techniques et vous verrez, de préau, de haut-vent, pour vraiment travailler en fonction des orientations sur beaucoup de protection solaire. On peut passer à l'étape suivante. Donc, vous avez la photo à gauche qui est la photo d'avant. Donc, c'est la façade qui est tournée vers le futur parvis qui est en arrière. Et donc, finalement, nous, on va venir réenglober en termes d'écriture tout cet édifice pour intégrer la nouvelle extension et faire lire une nouvelle entrée et redonner une identité vraiment à cette école et depuis le bourg, d'avoir une directe connexion piétonne et nouvelle pour accueillir les nouveaux élèves. Donc, on a vraiment travaillé sur des matériaux qui sont des matériaux locaux. L'interprétation de ces matériaux locaux, donc bien sûr de la pierre, évidemment, du bois et de l'acier Corten, donc l'acier qui a une patine en fait et qui est oxydé et qui vient faire comme un ruban en fait et englober l'ensemble du projet sur toutes ces façades et qui est un support de préau, de haut-vent, vous verrez en termes de façade. Donc, vous avez quelques images du futur projet. On a aussi travaillé sur ce projet, sur la thématique en fait, qui est très importante à notre sens, c'est la cour. Donc, dans un programme tel qu'une école, on sait que la cour est un véritable enjeu. Et donc, là, c'était de proposer quelque chose, de sortir de ces cours qui ont été goudronnés, imperméabilisés pendant de longues années pour des questions de praticité, et revenir faire
état de la cour-jardin, du coup, dans ce projet-là. Donc là, c'est un vrai projet pédagogique qu'on a eu aussi en commun avec les enseignants et les parents d'élèves, et puis bien sûr la mairie, mais de se dire que finalement, on peut envisager une cour autrement que des espaces minéraux et faire coexister en fait finalement des îlots de fraîcheur, travailler sur des espaces serres qui sont des supports pédagogiques pour les enfants, pour faire du potager. On a travaillé aussi avec une association du coup, qui est locale en fait, qui réintroduit des espèces rustiques, donc par exemple de pommiers, etc. Donc vraiment travailler sur cette idée d'avoir presque une mini pépinière au sein de l'école et qui du coup sensibilise les enfants aussi finalement et les reconnecte à cet état de nature, même à travers l'école en fait. Et aussi, on a travaillé sur cette idée, aussi des études qui ont été menées aussi dans beaucoup de pays sur comment en fait ces cours-là redonnent du calme en fait et de l'attention aussi aux enfants pour mieux travailler et être plus calme. Voilà. Donc, on a vraiment ce travail de recherche aussi avec les enseignants. Oui, bonjour à tous. Donc, Élodie Jarre, Capter, j'ai la chance d'accompagner ce projet en phase réalisation. Un petit peu rapidement au niveau des chiffres clés, on a un bâtiment très performant avec un BBO moins 22%, un CEP moins 68%. Sur la partie rénovation, donc on est en BBC Finergie Rénovation moins 20% sans prendre en compte le photovoltaïque. Au niveau donc, du radar BDO, on a 81 points, niveau or bien validé. Au niveau donc, du budget, il y a eu donc, la problématique de l'inflation du prix des matériaux, qui a eu quand même un impact sur le budget. Mais la mairie a vraiment maintenu le niveau environnemental. Voilà, ça c'est assez remarquable et voilà, on remercie vraiment la maîtrise d'ouvrage d'avoir vraiment soutenu cette partie-là, car c'est vrai que quand il y a des problématiques de budget, c'est souvent la première partie qui est mise en cause. Donc voilà, merci à eux. Donc là, vraiment aussi, l'idée de ce projet, c'était de travailler évidemment du coup sur des principes constructifs pour ce qui va être de l'extension, du coup en structure bois avec isolation paille. Et puis, pour ce qui est de la rénovation, bien sûr, d'utiliser une isolation par l'extérieur en fibre de bois, donc en enduit par l'extérieur, et de venir aussi travailler sur du réemploi de matériaux locaux, donc notamment au niveau de la pierre. Donc, il y a une grange qui a été déconstruite du coup non loin. Donc, la mairie a récupéré la pierre qu'on utilise aussi pour le parement-pierre. Et puis, on voudrait parler de la paille aussi, parce qu'on a pu participer, c'est très local, donc c'est le champ dans lequel a été coupée la paille est à 5 km. Et donc, là, on ne peut pas parler de plus local. Effectivement, on a même été sur les tracteurs du coup, pour travailler avec les artisans. Donc, voilà, on a vraiment, nous aussi, pris beaucoup de plaisir à faire monter en compétence les entreprises locales, notamment, je pense aux charpentiers bois et du coup, qui posent la paille, qui a fait des formations sur justement, pour pouvoir travailler sur ce système-là. On a travaillé aussi avec des bois, donc on pourra en parler, mais du coup, qui sont des bois, pardon, on peut rester sur la slide aussi, s'il vous plaît, des bois, donc territoire massif central. Donc là aussi, il y a une vraie implication des entreprises locales, donc vraiment, on tenait à le souligner. Après, on pourra revenir, si vous voulez, sur les systèmes de production d'énergie, qui est très important, je pense. Alors, je ne sais pas si on en parle après, mais du coup, c'est le système de chauffage. Donc, on est en géothermie par sonde verticale, du coup, pour la production de chaleur et donc avec des planchers rayonnants. Et donc, on a vraiment travaillé pour uniformiser l'ensemble en fait, du projet avec des planchers rayonnants aussi dans l'existant. Voilà.
Alors peut-être je vous invite à sélectionner ceux dont vous n'avez pas parlé. Oui, tout à fait. Donc, on a d'une production d'énergie photovoltaïque, on va en parler. Donc là, l'architecte des bâtiments de France nous a autorisé à, du coup, à pouvoir mettre un peu de panneaux photovoltaïques en bivaire, du coup, sur le préau des enfants. Donc ça, c'est à noter. La géothermie, je vous en ai parlé, avec le plancher chauffant. Vraiment, donc une grande implication sur l'utilisation de matériaux biosourcés et aussi en fait en termes de réemploi. Donc quand on a déconstruit l'école, la mairie a utilisé, donc on avait listé tous les matériaux qui étaient à employer, à réutiliser les matériaux pour refaire l'école temporaire qui est dans la salle des fêtes actuelle. Donc, on a vraiment eu cette démarche et puis des habitants aussi sont venus faire des demandes en fait, de réutilisation de matériaux. Donc, voilà, ça a impliqué un peu voilà, une grande partie de la commune. Peut-être sur la récupération de l'eau. Donc, on a une récupération de l'eau pour à but pédagogique sur ce qu'on a vu, les jardins, etc., avec les enfants. Et il y a également une réflexion, alors même si on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore utiliser l'eau pour les sanitaires dans les écoles, il y a une réflexion d'éventuellement mettre quand même une attente si éventuellement plus tard la réglementation évolue. Donc voilà, on voit vraiment que la démarche est poussée. Et voilà, après au niveau donc, du confort d'été, on a vraiment des protections solaires sur toutes les orientations avec des préaux façade sud. Le confort lumineux, il y a eu des puits de lumière et des solar tubes qui ont permis d'améliorer le confort lumineux. Et après, peut-être sur l'aspect plus avec les échanges avec la commune. Alors, il y a aussi, ça a été vraiment un travail sur ce projet de multiples mains, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment des phases d'échange et de travail commun avec la mairie, bien sûr, l'équipe de la mairie, l'équipe des enseignants, l'équipe des parents. Donc, on projetait les plans et vraiment, on était en interaction, c'est-à-dire qu'on était force de proposition pour, voilà, donc le plan auquel on a abouti, c'est vraiment un travail commun. Ils ont été vraiment associés dans la démarche et donc il y a eu cette idée aussi de mutualisation des espaces dont on n'a pas parlé encore. Du coup, la mairie souhaite que en fait, l'école soit aussi occupée hors temps scolaire et donc il y a du coup cette mutualisation qui est par exemple, la médiathèque qui est en usage scolaire servira aux enfants, mais peut servir aussi aux associations hors temps scolaire ainsi que la salle de motricité pour des associations de la commune. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir conclure peut-être sur la dernière slide. Donc ça, c'est un petit schéma qu'on a fait donc, pour vraiment expliquer pour nous ce qui a été vraiment une plus-value dans la démarche BD. Donc vraiment, cette idée qu'un projet durable, ça devienne aussi simple qu'un projet classique. Donc vraiment, ça, c'est une valeur importante pour nous. La valeur de bienveillance, effectivement, avec l'accompagnement technique et humain qu'on a eu. L'amélioration aussi de notre qualité, parce que toute l'équipe de maîtrise d'œuvre vraiment est montée en compétence du coup sur ces questions de bioclimatisme et de travail poussé du coup pour avoir le projet. Et puis, du coup, vraiment pour nous, une dynamique locale voilà, du territoire et de nos filières locales donc au niveau des entreprises. Et puis, toujours ce en quoi on croit, vraiment valoriser cet engagement dans le développement durable et puis vraiment une exemplarité de ce projet, de montrer qu'une petite commune, du coup, a le droit et peut s'autoriser à aller, du coup, dans un projet comme ça. Mais c'est compliqué. C'est un vrai engagement pour eux. Ouais, merci beaucoup pour cette présentation. Il ne nous reste plus trop de temps. Il nous reste 6 minutes pour prendre les questions. Ça va nous suffire. Christophe, je te cède la parole. Est-ce que tu en as sélectionné quelques-unes? Donc, y a-t-il un enjeu d'évolutivité, c'est-à-dire d'anticiper des extensions futures dans le projet? Écoutez, moi j'ai évoqué ça un petit peu tout à l'heure. Il y a le jardin d'enfants qui se trouve tout à fait à proximité, qui va bénéficier également dans les années qui arrivent d'une réhabilitation. Et concernant l'école par elle-même, il a été nécessaire d'acheter des terrains sur des propriétés privées qui se trouvent à côté et qui vont nous permettre également, si demain, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est cette échelle-là, il y a des besoins supplémentaires, si vous voulez, ça permettra également d'incorporer ce projet-là. D'accord.
Il y a une question matériaux. Alors, je vais résumer les deux questions. Le Corten, en quoi est-il local et est-ce du réemploi? Et au niveau de la paille, est-ce que vous avez eu des soucis d'apparition de petites bêtes après la livraison suite à la mise en œuvre de la paille locale? Non, en tout cas, pour la paille, pas de problème. Pour le Corten, alors c'est plutôt une utilisation en termes de vocabulaire, c'est-à-dire qu'on peut le retrouver, nous, sur des granges existantes. Voilà, c'était dans cette thématique d'intégrer quand même une réinterprétation du caractère patrimonial, mais effectivement, là, pour le coup, on a, sur ce petit ruban-là, on n'est pas sur une filière forcément locale. Juste une petite précision par rapport à la paille. Je dois dire que moi-même, j'ai été surpris, alors j'ai dit bien surpris, par la mise en place et l'installation. Il y avait des bénévoles qui étaient là. Il y avait un monsieur qui est vraiment convaincu de tout ça, qui mesurait l'humidité de la paille avant de la mettre en place, de manière à ce que ça corresponde bien. Et après, les deux personnes qui réalisaient la pose, vraiment, ils étaient d'une efficacité, on ne va pas dire diabolique, ce n'est pas le mot, mais vraiment efficace. La paille est serrée, compactée, etc. Je crois que demain, les petites bêtes, alors je ne dis pas qu'il n'y en ait pas, mais quelque part, ce n'est pas de la paille posée là comme on peut voir de la vulgaire paille. Il y a vraiment un travail autour de la mise en place de la paille. Alors, continuons sur la paille. Est-ce qu'elle a été mise en œuvre à la fois sur le neuf et aussi sur le bâtiment rénové? Elle est donc pour partie, un tout petit peu sur la partie rénovée, mais essentiellement sur l'extension. Voilà, parce que c'est le système structurel. Et après, on est en fibre de bois sur la partie rénovation en isolation par l'extérieur. Et du coup, les murs de l'existant, c'est quoi? Du parpaing, des moellons, de la brique alvéolaire? Il y a un peu de tout, parce qu'il y a des âges successifs, mais effectivement, on est plutôt voilà, sur un peu de parpaing, un peu de briques. Ouais. Question sur la réplicabilité des solutions techniques mises en œuvre dans le cadre des projets BD. Y a-t-il une réflexion au sein du collectif sur ce sujet de réplicabilité? Alors, c'est peut-être une question qu'on abordera en conclusion. Et aviez-vous des surfaces de cantine-cuisine? Alors, la cantine, elle est dans le bâtiment dont parlait Monsieur le maire, du coup, dans le jardin d'enfants. Donc, elle va faire l'objet du coup d'une rénovation aussi sur cette partie-là, dans la même démarche que l'école. Un point important qu'Audrey a mis en avant tout à l'heure également, c'est le fait qu'on a 3 salles de classe qui ont été mises en place, si vous voulez, pour accueillir les enfants pendant les travaux. Et dans ces salles de classe, on a réutilisé en très grande partie le matériel qui a été déconstruit, si vous voulez, de l'ancienne école pour justement mettre en place ces salles de classe, les dortoirs, etc. Ça a été toute une démarche également autour de ça de la part de l'équipe municipale. D'accord. Il y a une personne aussi qui nous demande le coût au mètre carré. Alors, je crois que je l'ai mis sur, si on peut revenir sur les slides précédentes, là où on avait le tableau. On est sur un projet de travaux à 1 750 000 € hors taxe sur des bâtiments qui vont faire 650 mètres carrés de fermés, plus, si vous voulez, avec tous les préaux et les parties extérieures, on sera sur du 850 mètres carrés. Un coût qui a été estimé à 2 583 € hors taxe du mètre carré, qui est communiqué sur cette slide. En bas, donc là, c'est le coût du coup actualisé avec effectivement les coûts honoraires aussi. Maîtrise d'œuvre. Il y avait une question aussi sur le mur en pierre, parement, pierre. Est-ce que c'était possible de faire sans le béton ou pas? Alors, on a essayé, mais on n'a pas. Donc, on avait contacté une entreprise qui s'appelle Occitanie Pierre, qui est une entreprise locale qui a développé, mais qui n'avait pas posé d'ATEX, qui avait développé un système en fait avec un double mur, donc pierre intérieure de pierre bâtie intérieure, un isolant liège et un parement pierre extérieur. Du coup, on a failli pouvoir le faire, mais après, la réglementation avec le bureau de contrôle ne nous a pas permis de le faire. Donc, c'est le seul endroit où on a du béton et qui est bas carbone. Et dernière question que je vois, qui va s'occuper des espaces verts de la cour jardin? Est-ce que ce sont les enseignants, les services espaces verts de la commune? C'est l'équipe municipale, bien sûr, qui va assurer l'entretien et le lien avec un lien, bien sûr, avec l'équipe d'enseignants autour de cette mise en place et de ce projet. Il n'y a aucun problème. Merci. Je pense que j'ai fait le tour.
Eh ben, c'est super parce qu'on est pile poil à 25 minutes. Donc là, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux au niveau timing. Merci encore à tous les quatre et bon vent à ce beau projet de l'école de Prud'homat. Et voilà. Et après Prud'homat, nous arrivons à Paris, une petite commune aussi. Alors, pas de 750 habitants, mais un peu plus. Je vais demander à Brigitte Fernandez, qui est directrice adjointe d'Ecopolis, de nous expliquer pourquoi Ecopolis a choisi du coup la Maison des Canaux à Paris comme projet. Merci Thomas. Bonjour à tous. Oui, Ecopolis, donc on est en Île-de-France. Donc on a lancé la démarche en 2017 et juste pour ça, sur la centaine de projets qu'on accompagne aujourd'hui, il y en a environ 37% qui sont en réhabilitation pure. Et si on ajoute tout ce qui est réhabilitation-extension, on avoisine les 50% en fait, des projets accompagnés. Donc, il y a un vrai enjeu sur la réhabilitation dans notre région qui se veut très dense et où les mètres carrés sont rares et chers. Donc, il y a le vrai enjeu de faire la ville sur la ville. Et c'est vrai que la réponse qui est encore aujourd'hui un peu trop apportée, c'est de détruire et de reconstruire. Voilà pourquoi on a choisi aussi de vous présenter un projet qui a voulu vraiment, qui a eu la volonté de conserver au maximum l'existant, donc la Maison des Canaux, qui est un bâtiment de la ville de Paris et qu'on a choisi aussi à la fois pour les vertus qu'il avait mis en place sur le volet énergétique et de la conception durable, et surtout parce que c'est un bâtiment qui se veut comme la vitrine de l'économie circulaire pour la ville de Paris. L'idée, c'était justement de conserver l'existant et de surtout essayer de faire au maximum avec les matériaux existants ou issus du réemploi. Donc, il y a eu toute une intelligence locale et une concertation de différentes entités pour pouvoir contribuer et mener à bien ce projet. Donc, je laisserai notre intervenante vous le présenter plus avant. Et le deuxième enjeu assez intéressant, c'est qu'ici, ça a une vocation patrimoniale, puisque c'est, comme le nom le dit, c'est donc la Maison des Canaux, donc c'est lié avec les canaux de la ville de Paris. Donc, il y a aussi l'idée de conserver un bâtiment qui est une trace du patrimoine fluvial, en fait, de l'activité fluviale parisienne. Donc, j'excuse notre accompagnatrice et architecte du projet, qui est Clara Simé de la coopérative Grand 8, qui ne pouvait pas être disponible aujourd'hui, mais on a le plaisir d'accueillir Christelle Davrieux de la ville de Paris, et qui va vous présenter voilà, le projet. Donc, je lui laisse la parole pour qu'elle présente tout ça. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je relayerai vos questions à la fin. Christelle, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et puis d'abord, bravo aux deux projets qui ont été présentés, qui sont super et très inspirants et très ambitieux. Enfin, ça fait plaisir toujours de voir des projets comme ça. Du coup, juste pour me présenter rapidement, donc, je suis Christelle Davrieux, je travaille à la ville de Paris, à la direction du logement et de l'habitat, qui est propriétaire du bâtiment qui est là, et dans un service qui s'occupe de mettre à disposition des bâtiments qui appartiennent à la ville de Paris, mais à des tiers. Donc, la plupart du temps, c'est des associations, comme c'est le cas dans ce bâtiment. Et donc, au sein de ce service, je m'occupe de la conduite d'opérations de travaux sur ces bâtiments, donc l'entretien, la réhabilitation. Et j'étais donc chef de projet sur ce bâtiment des canaux, mais aussi accompagnée voilà, de toute une équipe de mon côté, et puis à côté de la maîtrise d'œuvre et des entreprises. Donc, pour revenir rapidement sur ce bâtiment, donc, la Maison des Canaux porte ce nom aujourd'hui car c'était l'ancien bâtiment administratif du service des canaux, donc service de la ville de Paris. Comme le précisait Brigitte en introduction, c'est un bâtiment qui est donc au bord du canal de l'Ourcq, dans un ancien site industriel qui est aujourd'hui plus du tout industriel, avec aussi une question du patrimoine, celle qui est beaucoup revenue. Donc, on est en covisibilité avec la rotonde qui a été faite par le Doubs, la rotonde de Stalingrad, qui était la porte d'entrée de Paris, et puis donc un site assez patrimonial. Donc, le service des canaux a quitté le lieu en 2010, et il y a eu une volonté politique de mettre en place dans ce lieu l'association Les Canaux, donc qui était une association naissante, qui est une association qui a pour but d'accompagner et de promouvoir les acteurs économiques engagés pour la planète et l'environnement. Donc, vous pourrez aller sur leur site internet, mais ils ont essentiellement des usages de bureaux, de salles de conférences et d'ateliers. Et donc, cette association devait emménager assez rapidement dans le bâtiment, mais il y avait quand même des nécessités de réaménager le bâtiment. Donc, on a phasé les travaux en 2 phases.
avec toujours l'idée que chaque phase soit le plus démonstrateur en lien avec la politique de la ville de Paris, donc via différents plans qui ont été mis en place, et puis le constat que l'impact carbone du bâtiment à Paris et en Île-de-France est considérable, et donc en faire de ce projet un projet exemplaire en termes de réhabilitation. Donc, la première phase des travaux, elle a eu lieu en 2017. Je vais l'aborder très rapidement parce que ce n'est pas l'objet de l'accompagnement BDF. Mais l'aspect un peu atypique, c'est que ça a été tout fait en interne à la ville de Paris, donc avec une maîtrise d'œuvre en interne. On a eu un AMOA pour la conception architecturale, enfin la conception scénographique du lieu. Mais sinon, tout le reste a été fait en interne. Et puis là, je vois qu'il y a beaucoup de maîtrise d'ouvrage public, mais donc ça a été fait avec les entreprises en accord cadre avec la ville. Donc, ce n'était pas des entreprises qu'on a été sourcées comme voilà, potentiellement formées et sensibilisées à la question. Donc, il y a eu vraiment voilà, du fait maison avec ce qu'on pouvait. Et donc, dans cette première phase, il y a des grands objectifs qui ont été atteints, avec donc 95% des matériaux qui sont rentrés dans le bâtiment qui étaient des matériaux de réemploi biosourcés ou écolabellisés, et 95% des déchets qui sont sortis, qui ont été revalorisés. La première phase de ces travaux, elle portait sur c'est un bâtiment, le bâtiment des canaux, qui est un bâtiment à R+2, avec un rez-de-chaussée accessible au public. Donc là, la première phase, elle portait que sur les parties bureaux, donc le R+1 et le R+2. Pour la deuxième phase des travaux, le programme fonctionnel, c'était donc de réaménager le rez-de-chaussée, qui a plutôt vocation à accueillir le public, de créer une terrasse extérieure qui, en fait, il faut savoir que les canaux, donc en 2017, il y a eu cette première phase de travaux et puis il y a une première vie du bâtiment. Donc, tous les étés, ils aménageaient une terrasse éphémère pour leurs événements estivaux et donc, pérenniser cet usage, mais aussi permettre via cette terrasse de rendre accessible le rez-de-chaussée qui était en surplomb. Donc, c'est un bâtiment du 19e siècle, un peu voilà, mis sur un piédestal. Et donc, il y avait cette question d'accessibilité. Donc, profiter de cette terrasse pour rendre accessible à tous le bâtiment. Et enfin, dernier point du programme de cette deuxième phase, ça a été l'amélioration globale des performances énergétiques du bâtiment. Donc, on verra un peu plus ce qu'on a fait par la suite. Pour cette deuxième phase de travaux, il a été décidé de passer un marché conception-réalisation. Donc, c'est un petit peu atypique sur cette échelle de projet parce qu'on est à peu près sur 850 mètres carrés. Et puis, voilà, 1,7 million, tout compris études et travaux. Mais voilà, les enjeux de performance énergétique nous ont permis de passer ce marché conception-réalisation. Et en fait, se sont avérés particulièrement utiles, finalement, plutôt pour les questions d'économie circulaire, d'avoir auprès de nous les entreprises dès le début. Donc, pour passer ce marché, en fait, dès le début, en phase consultation, il y a un guide qui a été joint au dossier de consultation qui fixait un peu les grands axes et notamment en économie circulaire, les grands enjeux. Donc, notamment l'idée de sobriété en matériaux, en énergie, en eau, en privilégiant la conservation de l'existant ou sa restauration. Après, il y a tout un cahier des charges sur l'utilisation et l'approvisionnement en matériaux qui a été mis en place, donc avec des ordres de priorité et différents types de justifications à apporter si on n'arrivait pas à atteindre le niveau 1. Donc, il y a eu 3 grandes catégories de matériaux, donc les matériaux qui sont issus du réemploi, donc des matériaux de seconde vie, des matériaux bio ou géosourcés ou des matériaux qui présentaient plus de 10% de matière recyclée. Si ça, ce n'était pas atteignable dans les matériaux qui étaient apportés, privilégier des matériaux recyclables et sinon des matériaux labellisés qui avaient voilà, une déclaration, une fiche ACD, etc. Autre point dans le concept d'économie circulaire du projet, c'était l'adaptabilité des aménagements. Donc, notamment, on verra qu'il y a des cloisons amovibles qui sont mises en place au rez-de-chaussée. Il y a un monte-charge rétractable qui a été mis en place, donc dans l'idée d'avoir des espaces qui puissent avoir plusieurs usages et qui peuvent être adaptés, donc permettre d'avoir moins d'espace à créer. La démontabilité des matériaux pour anticiper la seconde vie et la fin de vie, donc notamment la terrasse extérieure qui est en fait l'ouvrage neuf du projet est complètement neuf entre guillemets, parce qu'il est quasiment à 100% en réemploi. Il est entièrement démontable, il n'y a pas de liant, il n'y a pas de colle, tout est boulonné, vissé et donc peut être démonté.
Et après, autre grand enjeu de cette phase 2, qui était déjà un enjeu de la phase 1, c'était la gestion des matériaux sortants. Donc là, je parlerai des chiffres plus tard, mais on a réussi, grâce à un grand accompagnement et des entreprises moteurs, à atteindre des taux de valorisation assez importants pour un tel projet. Autre point du programme, c'était soutenir les entreprises d'insertion et les filières locales. Donc là, je vous présenterai le groupement et c'est aussi quelque chose qui a été, voilà, le groupement qui a répondu, a très favorablement répondu à cette demande. Et enfin, c'était proposer une architecture qui soit démonstratrice et fédératrice de ces nouvelles pratiques. Donc montrer par exemple que le réemploi, ça peut être beau, ça peut être esthétique et sortir un peu de cette image du réemploi, c'est vieux et c'est moche. Donc, concernant le montage opérationnel, donc j'ai parlé du conception-réalisation. Donc, c'est l'agence d'architecture Grand Vite, qui était une agence qui était localisée à 500 mètres du projet, qui a remporté le projet, avec un groupement essentiellement constitué d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc soit pour les entreprises de travaux, des entreprises d'insertion. Donc, il y avait plus de 50% du montant des travaux qui a été porté par des entreprises d'insertion. Donc, il y avait quasiment, pendant toute la durée du chantier, des personnes en insertion sur site. Et sinon, des scopes ou des structures de l'économie sociale et solidaire. On s'est fait accompagner côté maîtrise d'ouvrage par un certain nombre d'acteurs sur ce projet pour mener à bien ce projet. Donc, d'abord, il faut savoir qu'en interne, on a une maîtrise d'ouvrage, une AMO qui suit les questions d'économie circulaire. Donc, c'est Isabelle Ardin qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui a été très, très présente et un fort accompagnement sur ce projet et qui a suivi donc tous les matériaux entrants, la recherche de gisements, l'accompagnement assurantiel, etc. Et puis, toutes les questions de traitement des déchets. Et qui a participé pendant toute la phase du projet à tous les choix qui auraient pu être faits pour toujours se guider vers une conception la plus en économie circulaire possible. Le choix de bureau de contrôle a été très important, avec notamment le choix de l'APAV, avec des prix unitaires pour le suivi de ces projets. On a aussi fait appel à un AMO qui est Tribu, qui nous a accompagnés sur les questions de performance énergétique dans la programmation jusqu'à la réalisation qui est terminée aujourd'hui et qui nous accompagne en ce moment sur un retour d'expérience sur le projet avec un ACV, un bilan ACV sur les quantités réellement réalisées et un ACV comparatif entre les matériaux de réemploi qui ont été mis en place, un ACV qui est réel avec ce qu'on a mis en place et tous les matériaux de réemploi qui ont été mis en place, et un ACV comparatif où on remplace les matériaux de réemploi par des matériaux équivalents neufs. Donc, on prend l'équivalent neuf en face et on voit à quel point l'usage des réemplois a été un impact positif sur le bilan carbone de l'opération. Donc là, j'ai présenté globalement les 10 entreprises qui étaient mandataires au début de la candidature, qui ont été sélectionnées à l'appel d'offres. Mais ils ont été aussi accompagnés par tout un tas d'acteurs, de sous-traitants, de fournisseurs, et qui sont en fait tous issus du territoire parisien et qui sont des acteurs du réemploi, donc des spécialistes, donc des menuisiers, des tapissiers, des maçons qui se sont spécialisés dans les questions du réemploi. On a aussi eu un accompagnement par le projet européen FCRBE, qui veut dire en anglais faciliter la circulation des matériaux de réemploi, et notamment sur le réemploi de poutrelles métalliques, parce que sur la terrasse, la structure constructive du socle de la terrasse est en réemploi et a été fait à partir de poutrelles qui ont été données par un aménageur de l'Est parisien. Ces poutrelles qui sont issues d'un hangar assez récent ont pu être réutilisées et il y a eu tout un accompagnement assurantiel sur cette question et une étude vraiment technique pour savoir s'il était possible et quel engagement ça amenait d'avoir ces poutrelles de réemploi pour du gros œuvre. On a aussi réalisé un essai au feu avec le CSTB sur un complexe biosourcé et géosourcé entièrement local, donc avec du latibois et du plâtre.
Et enfin, bon, il y a eu l'accompagnement Ecopolis. Et puis, il faut savoir qu'en tant que maîtrise d'ouvrage public, on a travaillé avec énormément d'acteurs, d'autres acteurs publics pour en fait recevoir des dons de matériaux. Donc, il y a eu la PHP, donc l'hôpital public parisien. Il y a eu l'aménageur dont j'ai parlé, donc c'est quoi nous qui est ensemble. Il y a eu aussi beaucoup de bailleurs sociaux qui nous ont donné notamment des portes en bois qui ont été utilisées sur plein d'ouvrages du projet. Donc, pour revenir un peu au calendrier, donc là, nous, le projet, il est livré depuis 1 an. Globalement, si on peut résumer, il y a eu 1 an de consultation, 1 an d'études et 1 an de travaux. Donc, voilà, quelques photos avant-après pour voir un petit peu le projet. Donc là, on voit la terrasse extérieure qui a été créée. Donc, avec un sujet d'être intégré. Donc, sur la terrasse, peut-être qu'on peut revenir sur la photo. Donc, ce qu'on voit, c'est par exemple le mur en pierre sèche qui a été réalisé à partir de pavés de réemploi et via Ellipse, qui est l'école locale et itinérante de la pierre sèche, donc entièrement démontable. Le treillage qui est fait à partir de bois de réemploi, le macramé qui est fait à partir de cordes d'escalade de réemploi, et puis les poutrelles qui sont donc en partie 100% réemploi de ce hangar, et puis en partie du métal déclassé d'aciérie, donc qui est aussi considéré comme une forme de réemploi. La photo suivante, voilà, c'est un peu des photos d'intérieur. Donc ça, plutôt les espaces, donc la cuisine et salle à manger du personnel. Avec là, on voit qu'on a essayé de conserver le plus possible l'existant et juste, par exemple, le changement de sol sur des espaces qui peuvent être sollicités. Avec là, la mise en place de dalles de béton au réemploi. Donc, c'est du béton scié par une entreprise qui s'appelle Bego, donc qui permet en fait de réemployer le béton avec un moindre coût de manufacture. Donc là, quelques détails des ouvrages. Donc ici à gauche, on voit de la tapisserie qui a été faite à partir de moquettes de réemploi, donc des moquettes de salons d'exposition qui sont disponibles de façon pléthorique. Voilà, des salons qui durent une journée et on démonte toutes les moquettes et on les jette. Donc là, on a travaillé beaucoup avec Emmaüs Alternative et notamment Les Résilientes, qui est un atelier de Emmaüs Alternative, donc qui reçoit tous ces dons de gisement et qui travaille, qui a retravaillé ces éléments. Ils ont été mis en finition de l'isolation qui a été faite au R+1. Donc, à droite, sur la photo précédente, il y avait aussi une mosaïque. Donc, on voit la mosaïque existante, donc l'idée d'avoir gardé la mosaïque existante et aussi de tracer, de montrer un peu l'historique du bâtiment parce qu'on a démoli des murs pour donner plus d'espace au rez-de-chaussée. Donc, les murs démolis, les moellons des murs ont été utilisés pour la terrasse extérieure. Et puis là, en fait, donc, il y avait un trou dans le sol de la mosaïque. Et donc, il a été bouché avec les chutes de porte en bois. Donc là, le sol, toujours le sol en pierre. Et puis, le plaquelage de la terrasse, qui était aussi un des éléments des portes en bois. Les cloisons amovibles dont je parlais tout à l'heure, qui sont faites à partir de textiles et aussi avec Emmaüs, donc qui reçoit beaucoup de vêtements. Donc, en fait, toutes les petites taches qu'on voit, c'est des bouts de vêtements. Donc, après, ils sont bien sûr traités, inifugés avec des traitements, mais c'est en fait pas si compliqué de réemployer du textile dans le bâtiment et c'était une grosse expérimentation ici. Les voilages d'ombrage de la terrasse qui sont qui sont faits par la tête dans les nuages et qui sont faits en toile de montgolfière. Des éléments de faïence qui ont été faits à partir de terre de jardinière existantes et de terre de faïence classique et qui ont été faits par l'atelier studio. Je veux bien passer au prochain slide. Pour résumer un peu les grandes innovations, donc là j'ai montré que quelques éléments du projet parce qu'en fait il y a eu beaucoup de réemploi, il y a quasiment dans tous les ouvrages, catégories d'ouvrages, il y a eu du réemploi, il y a eu beaucoup de réemploi interne, notamment avec les sanitaires, les portes, enfin voilà, il y a eu du parquet qui a été restauré. C'était le gros enjeu de ce projet, une gestion exemplaire des déchets. Après, il y aura les chiffres que je n'ai pas totalement en tête, mais je pourrais vous faire part des chiffres. Le fait qu'on ait réhabilité donc une technique traditionnelle d'isolation d'écran coupe-feu, donc qui est du latis bois avec du plâtre projeté. Donc, le plâtre, c'est un gisement parisien très important. Donc, c'est géosourcé, mais ça reste une technique qui est depuis très, très, très longtemps utilisée. Et puis, c'est une technique qu'on retrouve dans tous les bâtiments parisiens anciens. Souvent, les plafonds sont faits de cette matière-là, mais ce n'est plus réglementé
aujourd'hui. Donc, on a fait cet essai au feu pour le restaurer et pour permettre de proposer une alternative à la plaque de BA13 qui est en fait manufacturée et assez lourde en carbone finalement. Le soutien à l'économie sociale et solidaire dont je parlais tout à l'heure. Et enfin, dernier élément un peu technique, c'est la ventilation naturelle avec récupération de la chaleur. Donc ça a été un grand enjeu de l'ERP à rez-de-chaussée, donc essayer de ventiler ce bâtiment en utilisant les principes du low-tech. Enfin, c'est un peu aussi le leitmotiv de tout le projet avec, par exemple, des cloisons amovibles qui se lèvent avec des poulies manuellement, des portails qui se lèvent manuellement. Donc, on a essayé le plus possible de ne pas utiliser de machines. Et donc là, il y a la mise en place d'une ventilation naturelle qui a été mise en place en lien avec Switch, le BET fluide du projet. Et c'était assez innovant parce qu'en plus, il y a un système de récupération de chaleur avec des échangeurs. Christelle, je te suggère d'accélérer un tout petit peu parce qu'il ne reste plus que 4 minutes pour prendre les questions. Voilà. Et donc là, je ne vais peut-être pas parler des éléments, mais voilà les grands chiffres du projet, notamment sur le bilan carbone qui est encore en cours, et puis le bilan sur la gestion des déchets. Et je pense que j'ai fini. Bon, voilà. Après, la démarche BDF, nous, ça a été vraiment toujours maintenir les objectifs environnementaux pendant toute la durée du projet. Mais aussi d'améliorer en cours d'étude le projet, parce que par exemple, on a vu que sur la question de l'eau, on était un peu faible. Donc, on a changé des choses, on a rajouté une bâche de rétention, voilà. Et puis après, c'est un gain de visibilité pour notre projet et ça nous facilite aussi de partage d'expérience et de participer à ce genre d'événements. On voit d'autres projets, c'est très important pour la ville de Paris. Et puis, ça devient aujourd'hui un indicateur reconnu, le BDF, donc ça permet de faire évoluer globalement la démarche. Merci beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est un projet sur lequel il est difficile de faire court, donc l'exercice était un peu voilà, difficile. Je te remercie beaucoup. Brigitte, est-ce que tu as sélectionné quelques questions? Il nous reste 2 minutes. Oui, bah là, les gens se bousculent pour poser des questions maintenant. Du coup, il y a une question qui est revenue un peu 2 fois. Est-ce que le partage du guide du réemploi pourrait être possible, en fait, celui que vous avez élaboré? Oui, enfin, il faut m'envoyer un mail et on pourra vous partager. Quel partage à minima, peut-être avec le collectif, je pense que ça peut aider d'autres acteurs qui sont dans la démarche. Et il y avait une question sur le rôle des contrôleurs techniques et du bureau de contrôle. Est-ce qu'ils ont été assez aidants sur ce projet et ils ont contribué à le faire? Oui, ils ont été très aidants et je pense que c'était vraiment important de le sélectionner en conséquent. Ça veut dire vraiment de le missionner en connaissance de cause. C'est faire... Voilà, on a missionné, on a des accords cadres, on aurait pu passer par des bureaux de contrôle avec qui on travaille d'habitude. Et là, on l'a vraiment missionné spécifiquement en précisant que ce projet allait impliquer ce genre de choses. Et on a mis en place des prix unitaires horaires en plus d'une mission classique. Donc, c'est aussi rémunérer ce temps passé à observer des techniques qui sont différentes de celles du micro. Alors, ce que je vous propose, je suis vraiment désolé, on va interrompre notre webinaire dans 1 minute, mais ce que je vous propose, c'est qu'on réponde à l'ensemble des questions qui ont été posées dans le chat par écrit. Voilà. Et puis, nous, on se laisse 30 secondes pour conclure. Donc, je vais repasser la parole à Sylvie, peut-être qui peut nous expliquer pourquoi ça vaut le coup de nous retrouver dans des commissions, que ce soit pour les quartiers ou les bâtiments durables. Et effectivement, la question a longtemps été posée, a plusieurs fois été posée au cours des exposés sur la réplicabilité. Et l'enjeu de la démarche, des démarches BD en France, c'est effectivement le partage pour faire monter l'ensemble de la filière en compétences et donc le fait de pouvoir retrouver, partir d'expériences existantes pour pouvoir incrémenter un nouveau projet. Donc, c'est dans l'espace le plus facile d'accès, ce sont les commissions publiques. Donc, je vous propose et là, on vous donne le lien et vous aurez le lien pour toutes les commissions publiques à travers la France. Et c'est des lieux de formation et d'information qui sont essentiels, auxquels il faut partager.
Je voulais aussi souligner donc, la qualité des projets qui nous ont été présentés, le rôle des acteurs féminins dans ces projets-là, parce que c'était remarquable. Et je pense que ça participe de la dynamique du bâtiment aujourd'hui. Eh bien, merci Sylvie. Nous en avons aujourd'hui terminé pour ce premier webinaire du collectif. Nous avons presque culminé à 300 participants. Oui. Donc, on est très heureux d'avoir pu partager avec toutes ces personnes. Et ben voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt.